Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de Solaire et de la recherche dans un site e-commerce. Je m'appelle Adrien Brault, je travaille chez Outlook. C'est un site e-commerce de vente événementielle basé à Los Angeles, donc c'est plutôt au marché américain. C'est un peu le même principe que vente privée, mais pour les vêtements. Donc, commençons avec une introduction sur la recherche dans un site e-commerce. Si on regarde les sites e-commerce faisant les plus gros chiffres d'affaires au niveau mondial et au niveau français, il y a un élément commun sur tous ces sites, c'est les champs de recherche. Donc, si on prend pour exemple Amazon, les champs de recherche, ça va avoir pour cible les clients qui ont une idée de ce qu'ils veulent acheter, et ça va leur permettre de trouver ce qu'ils veulent et d'acheter. Donc, première fonctionnalité plutôt importante, ça va être les suggestions. Donc là, en général, quand c'est bien fait, ça ne va pas être des suggestions de résultats, mais plutôt des suggestions de recherche, qui sont deux choses différentes. Ensuite, il va y avoir une question de pertinence. Donc, en tant que site e-commerce, on va vouloir que lorsqu'un client démarre une recherche, il ait des résultats plutôt pertinents, donc qu'il ne soit pas tout de suite déçu. Et ensuite, on va aider le futur client à affiner sa recherche. Donc, on va lui proposer des filtres et lui proposer les valeurs qu'il va utiliser pour le filtrer. Et de façon générale, on va aussi afficher le nombre de résultats dans chaque catégorie et ainsi de suite. Parlons de Solaire qui va nous aider à réaliser cela. Donc Solaire, c'est un projet Apache, donc c'est un projet en Java. C'est un projet au même titre que Hadoop, CouchDB ou Subversion. Donc c'est-à-dire que c'est open source et c'est sérieux, supporté et ainsi de suite. La fonctionnalité principale de Solaire, c'est qu'on va avoir des fonctions de recherche texte avancées. Donc, contrairement à MySQL, où par exemple, on va faire une recherche où on va juste trouver le milieu d'une chaîne de caractères, avec Solaire, on va pouvoir faire des choses plus compliquées, avoir une notion de pertinence. Ensuite, c'est optimisé pour les sites à fort trafic. Ça expose une API REST au format XML, JSON ou CSV. Ça fournit par défaut une administration web. Ça supporte également la réplication, donc on va pouvoir faire du master-slave. Également du sharding avec Solar Cloud qui a été sorti récemment. Et depuis récemment également une notion de Near Real-Time Indexing, donc qui va permettre d'indexer entre guillemets continuellement les données, plutôt que d'avoir un modèle où on va indexer une fois nos données et faire des recherches dessus. Première question que vous allez vous poser, c'est pourquoi on ne va pas utiliser MySQL ou PostgreSQL. Premièrement, dans MySQL, le support pour le full text, il est limité et il n'est pas disponible avec InnoDB. Et ensuite, dans Postgres, ça va être plus compliqué de gérer tout ça avec le SQL. Ensuite, la plus grosse raison que vous auriez d'utiliser Solaire à la place de Postgres, ça va être les performances. La façon dont on fait la recherche sur un site, donc par exemple avec les filtres sur la gauche comme j'ai montré, en affichant le nombre de résultats et ainsi de suite, donc les facettes, on va avoir des performances bien meilleures avec Solaire. Ensuite, ça concerne les fonctionnalités full text, donc même si avec Postgres, par exemple, on va pouvoir contrôler comment la recherche full text se déroule, plein de choses plutôt sympas, avec Solaire, ça va être beaucoup plus poussé. Et l'autre avantage de Solaire par rapport aux autres solutions, ça va être le support en entreprise. J'imagine que c'est impossible de trouver une entreprise qui va vous aider à faire de la recherche avec MySQL ou Postgres, tandis qu'avec Solaire, il existe tout un tas d'entreprises qui vont vous aider. Ensuite, Solaire. Pourquoi je viens de vous parler de Solaire alors qu'il y a Elasticsearch et que Elasticsearch c'est cool? Donc, première chose, les deux, ils sont basés sur Lucene, qui est une librairie Java qui permet en gros de créer des fichiers pour indexer des données et de chercher dans ces fichiers, grossièrement. Elasticsearch est plus récent et est globalement mieux pensé et plus simple d'utilisation pour les développeurs. Et Solaire, lui, ça a été un peu le premier qui est sorti un petit peu après Lucene. Et en fait,
moi, j'ai tendance à dire que Solaire, c'est un peu le serveur web un peu bête qui expose une interface hallucine. Donc, quand vous allez utiliser Solaire, vous allez voir que la documentation, c'est souvent sur des sujets très spécifiques. Ça vous aide moins à démarrer que Elasticsearch, par exemple. Plein de fichiers XML, etc. C'est super sympa. Et l'autre différence, c'est que tout ce qui existe dans Elasticsearch est censé fonctionner correctement avec le sharding. Donc, quand vous allez distribuer vos données sur plusieurs serveurs, tandis que Solaire vous permet de sharder vos données, mais vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est un point à faire attention. Et si vous êtes curieux, il y a tout un tas de comparaisons sur ce site. Et du coup, là, vous m'entendez et vous vous dites, mais pourquoi ils n'utilisent pas Elasticsearch, c'est mieux. La raison principale, c'est que dans Elasticsearch, vous ne pouvez pas faire de grouping. Donc, ça va être similaire au group by que vous avez dans MySQL. Maintenant, pourquoi vous allez avoir envie d'utiliser le grouping? Dans un modèle de données e-commerce, vous allez avoir une notion de produit. Donc, par exemple, un produit, ça peut être ma paire de chaussures. Ma paire de chaussures, elle va avoir plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire qu'elle va être en 40, 42, 44, etc. Et elle va exister en plusieurs couleurs. Et du coup, toutes ces déclinaisons vont être représentées par un SKU. Et du coup, quand on va indexer tout ça dans Solaire ou Elasticsearch, où entre guillemets on a une seule table, on va indexer ça en SKU. Et le problème, si on n'a pas de grouping, c'est que lorsqu'on affiche les résultats, on va avoir la même paire de chaussures plein de fois et dans toutes les déclinaisons. Donc ça ne va pas nous intéresser de voir qu'il y a 4 fois la même paire de chaussures, mais en détails différentes. Et du coup, si on ajoute du grouping, c'est une expérience qui est beaucoup plus sympa pour le client, il va avoir beaucoup plus de produits et il aura beaucoup plus de facilité à trouver le produit qui lui convient. Maintenant, une petite note. Dans Elasticsearch, il y a une fonctionnalité qui est le parent-child, donc qui permet en gros de définir des relations entre des documents avec un parent et un enfant. Et même si vous allez pouvoir simuler un concept de grouping, le problème c'est que vous ne pourrez pas faire toutes les requêtes que vous voudrez. Donc c'est-à-dire que vous pourrez par exemple sélectionner tous les SKU d'un produit en appliquant seulement des filtres au produit, ou l'inverse, et ainsi de suite. Et du coup, ça ne marche pas du tout dans un cas e-commerce, ou alors c'est limité. Mais c'est sûrement plus performant que le grouping de la façon où c'est implémenté avec Solaire. Maintenant, Outlook et Solaire, je vais vous présenter un peu rapidement l'environnement et le projet sur lequel j'ai travaillé, qui va un peu guider la présentation. Donc Outlook, c'est un site e-commerce de vente événementielle, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un ensemble d'événements qui vont durer sur 2 ou 3 jours. Et quand vous arrivez sur un événement, vous allez avoir la liste des produits, vous allez pouvoir appliquer quelques filtres. C'est assez similaire à la page de recherche qu'on a par exemple sur Amazon. La différence, c'est que la volumétrie des données est beaucoup plus petite. Donc là, par exemple, sur cette page, on va avoir une centaine de produits, et les filtres qu'on va avoir à gauche, ça peut très bien être fait en JavaScript, il n'y a aucun souci. Et du coup, on a voulu ajouter une dimension catalogue au site pour pouvoir, entre guillemets, vendre tout ce qui ne s'est pas vendu pendant les événements. Et donc ça, on l'a réalisé avec Solaire. L'approche qu'on a prise, c'est qu'on a décidé que toutes les lectures sur le catalogue et sur les pages produits seront faites sur Solaire. Donc c'est-à-dire que MySQL, on n'y touche pas tant qu'on n'ajoute pas au panier. Et là, ça y est pas, mais la recherche full text, sera bientôt release. Donc, quand on utilise Solaire ou Elasticsearch, on a une notion d'indexation, donc c'est-à-dire qu'on a plein de données dans MySQL, par exemple, et on va avoir besoin d'indexer ces données dans Solaire et de les garder à jour continuellement. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs... Quand on va indexer des documents, ces documents ils seront divisés en plusieurs parties, donc on le voit en bas, on va dire qu'il y a 3 parties. Il y a une première partie qui va être le main, entre guillemets, qui va contenir les données qui ne changent pas souvent, ou les données normales, on va dire le titre, la description, la taille du produit, sa couleur, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir les données d'inventaire, donc là où en fait on va avoir la quantité du produit en stock,
Et ça va nous servir, après, quand on va faire nos requêtes, de n'afficher que les produits qui sont actuellement en stock. Sinon, c'est un peu bête de montrer à un client un produit qui n'est pas en stock, vu qu'il va être frustré. Et ensuite, on a d'autres types de données qui sont plus des données calculées. Donc, par exemple, on va vouloir avoir le nombre de fois que le produit a été vendu dans les 3 dernières heures. Et donc, du coup, la différence... Donc, du coup, la popularité, ça va être géré par un cron. L'inventaire, on a séparé ça parce qu'on va avoir énormément d'updates à envoyer à Solaire. Et du coup, on va vouloir faire des traitements efficaces et pour qu'il n'y ait pas de latence sur ces données-là. Et l'autre problématique, c'est qu'on a une base de données qui a des centaines de tables, qui est utilisée par plusieurs applications qui ont plusieurs années, qui sont sur des vieux frameworks, qui sont un peu durs de travailler avec. Donc, nous, on a fait tout ça sur Symfony, et en gros, pour se simplifier la vie sur le chargement des données et garder tout en synchro, on a utilisé des triggers MySQL, et on a en gros simulé RabbitMQ dans MySQL, pour faire simple. Donc, notre processus d'indexation pour l'inventaire, il faut que ce soit très rapide. On ne peut pas avoir de latence là-dessus, sinon ça amène plus de frustration que si un client il va voir un titre qui n'a pas été mis à jour ou il manque un point, par exemple. Ensuite, la popularité, c'est juste pour nous donner des tris supplémentaires, mettre en avant les produits qui sont les plus populaires. Et main, il faut bien quelque chose pour indexer le reste. Donc maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus technique. Je ne vais pas vous faire un tutoriel sur Solaire, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur les librairies sur Solaire. Les documentations, en général, elles sont plutôt bien. Je vais essayer de m'attarder sur les points où vous n'allez pas trouver beaucoup de documentation ou alors où les documentations ne seront pas claires. Donc, je vais commencer par expliquer, entre guillemets, l'installation de Solaire, parce que l'expérience qu'on a en général n'est pas claire du tout et les gens font des choses un peu bizarres, moi compris. Donc, Solaire, quand on va sur le site, on a un gros bouton orange, on télécharge. Dedans, on a un dossier exemple, on va dedans et on peut lancer un jar et Solaire, ça fonctionne. Si on fait ce que le site nous dit, ça fonctionne très bien et voilà. Par contre, quand on regarde un petit peu à ce qu'on a téléchargé, on a ça, où il y a plein de dossiers qui ne sont pas très clairs, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a de la documentation, on a disque, contrib, bref. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier exemple. Et donc, si on va dans le dossier exemple, on se retrouve en réalité avec une distribution de Jetty intégrée avec Solaire. Donc, c'est un peu comme si que vous téléchargez une application Symfony et que vous aviez Apache intégré dedans. Là-dedans, il y a plein de choses qui ne vont pas nous intéresser. Donc, plein de dossiers qui contiennent des exemples et qui servent de documentation. Donc, tout ça, on peut le sortir. Et Solaire, lui-même, en réalité, c'est un fichier .war qui est en gros une application web Java packagée. Nous, on va s'intéresser au dossier Solaire, où on aura tous les fichiers de configuration et toutes les données qui sont en réalité liées à Solaire. Et en fait, ça, c'est le dossier que vous allez versionner avec Git. Versionnez pas le disque que vous avez téléchargé dans Git. Évitez de versionner le dossier de Jetty. C'est ça qui vous intéresse. Je reviens. Et donc, du coup, dans Solaire, on a un concept de core. Et entre guillemets, les cores, ça va être la même chose que les tables dans MySQL. Ça va être un ensemble avec un schéma et on va diviser ça par core. Dans le dossier de configuration d'un core, il y aura 2 fichiers qui vont nous intéresser. On va avoir le fichier schema et le fichier Solaire config. Il y a plein d'autres fichiers autour qui sont, encore une fois, entre guillemets, des fichiers d'exemple, où vous allez avoir du support pour du multilangue, vous allez avoir des synonymes, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est préparé pour vous par défaut. Ça ne fait pas de mal de garder ça dans votre projet. Ça rend juste les choses plus confuses. Si on regarde le fichier schema, donc en fait, c'est le fichier avec lequel vous allez le plus travailler quand vous allez utiliser Solaire. C'est là où vous allez définir votre schéma. C'est un peu le SQL qui vous permet de créer vos tables
dans une base de données SQL. Et donc, du coup, vous allez définir une liste de champs. Et en fait, il faut savoir que Lucene, et donc par extension Solaire, ne va avoir que des données flat. Donc, vous allez avoir que des documents avec que des valeurs et vous n'allez pas avoir de choses imbriquées ou de relations et ainsi de suite. Les seules choses un peu spéciales que vous allez pouvoir faire, c'est par exemple dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir plusieurs tags dans un même champ. Ensuite, quand vous allez avoir vos champs, il va y avoir plusieurs choses qui vont être importantes. Vous allez devoir définir le type de vos champs. Donc le type, ça peut être simple, ça peut être une string ou un booléen ou un nombre. Et après, il va y avoir des types qui sont un peu plus compliqués, où par exemple, on va avoir texte général. Et là, en fait, c'est des choses qui vont changer la façon dont vous allez faire la recherche full texte. Et ensuite, vous pouvez définir pour chaque champ si vous voulez l'indexer ou non. Donc si vous n'indexez pas un champ, il faut savoir que vous ne pourrez pas trier sur le champ, pas filtrer avec ce champ, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme MySQL. Si vous n'indexez pas le champ, la donnée elle sera seulement visible quand vous récupérez les données. Et stocker, vous pouvez avoir des champs qui servent seulement pour de la requête et pas pour les documents quand vous les récupérez. Et c'est également possible de faire du schemaless avec Solaire, où on définit des champs dynamiques. Et en fait, lorsque vous indexez, vous définissez un petit peu le nom de vos champs et avec des conventions de nommage, vous saurez quel type c'est. Et dans ce fichier schema, on a une deuxième partie où en fait, on définit les types qu'on va pouvoir utiliser dans la première partie. Et en fait, c'est là où on voit que Solaire, c'est plutôt avancé, c'est plutôt pour orienter, entre guillemets, pour les développeurs de Lucene. Ils ne sont pas embêtés, ils ont fait des gros fichiers XML pour configurer les classes qu'ils ont créées. Et du coup, quand par exemple, texte général, on va utiliser ce champ pour indexer un champ texte pour faire la recherche texte dessus, on va pouvoir configurer ce qui se passe lors de l'indexation et lors de la requête sur l'index. Donc là, il y a plein de choses compliquées à faire, à comprendre, etc. Ensuite, l'autre fichier de config qu'on va avoir, ça va être le Solaire config, où là, en fait, on va configurer, par exemple, la réplication. On va configurer des choses comme l'autocommit. Donc, ce qu'il faut savoir dans Solaire, quand vous indexez, tous les documents que vous indexez, tant que vous ne faites pas de commit, ils ne seront pas visibles en recherche. Et le problème, c'est que quand vous faites un commit pour rendre ces documents visibles, Solaire, il va faire un gros traitement et ça va lui prendre, ça va avoir un coût en performance. Et donc, du coup, la pratique, en général, c'est de faire un autocommit. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans notre exemple, toutes les 15 secondes, Solaire, il va commit tous les changements qu'il a en attente dans les 15 dernières secondes. Et ensuite, dans ce fichier-là, on configure entre guillemets, tous les contrôleurs qu'on va avoir sur notre Solaire. Donc là, par exemple, par défaut, sur /select, on va pouvoir faire nos requêtes de lecture, mais si on veut, on pourra renommer ça en ce qu'on veut. Et quand on va configurer ces contrôleurs, entre guillemets, on va pouvoir définir les paramètres par défaut. Donc, dans cet exemple, quand on va aller sur select, par défaut, on va faire une recherche de type full text avec edismax, et on n'aura pas besoin d'envoyer ça lors de la requête. Donc ça va vous permettre de découpler un petit peu la configuration full text de votre application, ce qui va vous permettre, par exemple, en changeant ce fichier de config, de tester différents paramètres de pertinence sans redéployer votre application, ou ainsi de suite. Et on peut configurer également tout ce qui est spell check, highlight. Donc par exemple, quand vous faites une recherche, vous voulez mettre en gras les mots qui ont été matchés dans un texte, et les suggestions. En ce qui concerne les packages PHP pour interagir avec Solaire, la librairie principale, ça va être Solarium. Donc on va dire que c'est un petit peu le doctrine du Solaire sans la couche ORM. Quelques petites choses sympas, les query builders, vous allez principalement travailler avec ça, et vous allez également pouvoir faire des batch updates, donc envoyer par exemple 100 documents à la fois à Solaire, plutôt que de faire une requête à chaque fois. Et comme il faut savoir que Solaire, on communique avec Solaire sur le protocole HTTP, c'est des choses qui sont quand même un petit peu lourdes comparées à des protocoles plus bas comme MySQL ou juste comme ça. La documentation, elle est très bien faite quand vous voulez faire des requêtes, etc. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'API de Solarium.
quand vous utilisez Solarium, vous allez pouvoir construire vos requêtes et vous allez pouvoir appliquer plusieurs filtres aux requêtes. Et le problème, c'est que quand vous allez créer vos filtres, il va falloir utiliser la syntaxe Lucene pour les requêtes, qui ressemble à ce qu'on a en commentaire en bas. Et ça, c'est pas le plus flexible de devoir construire les chaînes de caractères. Et donc, du coup, il y a une librairie qui existe qui vous permet de faire ça en orienté objet. Il existe bien évidemment un bundle pour utiliser Solarium dans Symfony. Ça va vous permettre de configurer plusieurs clients, de configurer du load balancing. C'est que de la config. Il y a également une librairie et un bundle qui permet de faire du cache un petit peu comme vous avez dans Doctrine. Donc vous avez une requête, vous dites qu'elle doit être cachée pendant 60 secondes, et ça fonctionne. Je vais mentionner un autre bundle. Donc, ce bundle, il est similaire au bundle qui existe pour Elasticsearch, à savoir que vous allez ajouter des annotations sur vos entités, et lui, il va se débrouiller, il va indexer tout seul, et quand vous allez faire des requêtes sur Solaire, il va vous renvoyer vos entités. Et du coup, c'est la solution simple où on peut démarrer avec Solaire rapidement, que nous n'avons pas utilisé en raison des problématiques de performance qu'on avait sur, par exemple, tout ce qui est inventaire et ainsi de suite, indexation d'inventaire. Donc, je vais vous présenter de façon plutôt macro une architecture que vous pouvez implémenter dans Symfony 2 pour indexer dans Solaire et faire vos requêtes. Donc, on va avoir plusieurs objectifs. Notre bundle pour indexer, il va falloir que ce soit asynchrone. Donc, on ne va pas vouloir envoyer des requêtes HTTP à chaque fois qu'on fait un changement sur la base de données. Ça, c'est important. Et il faut que l'ETL, donc le processus d'indexation, soit facilement testable. Pourquoi? Le problème, quand vous avez deux bases de données et que vous synchronisez des données à partir d'une autre base de données, s'il y a un problème dans la synchronisation de données, vous allez avoir des bugs très bizarres et ça va être difficile à corriger. Donc, plus on peut retirer de bugs en amont, et mieux c'est. Ensuite, sur le bundle client, notre objectif, ça va être de pouvoir l'utiliser facilement sur le site web et sur notre API. Et on va s'assurer également que l'API publique du bundle, entre guillemets, ne soit découplée de Solaire et de Solarium, puisqu'on voudrait peut-être un jour passer à Elasticsearch si ils sortent le grouping. Donc, l'indexeur bundle, ça va être simple de façon générale, mais très important. Donc, nous, la façon dont on l'a organisé, on a deux dossiers importants. On a un dossier ETL pour tout ce qui est indexation et un dossier MessageQ. Nous, comme on a géré le MessageQ dans MySQL, on a en gros que notre dossier worker. Et le dossier ETL, c'est là où on va voir toutes les choses les plus importantes. Donc, dans notre dossier ETL inventory, on va avoir une première classe qui sera un extractor, où on va mettre toutes les requêtes dont on va avoir besoin pour dénormaliser les données qu'on a dans MySQL pour les envoyer dans Solaire. Nous, on a trouvé ça très utile de mettre toutes ces requêtes-là dans ce bundle et à cet endroit-là pour que le debug soit beaucoup plus facile, pour que quand on a un problème sur notre indexation, on ait un seul endroit où on va chercher et on puisse modifier. Et du coup, on va avoir plusieurs méthodes pour extraire ces données. On va vouloir parfois indexer seulement un SKU, parfois on va vouloir indexer un produit, et vous pourriez par exemple vouloir indexer tous vos produits et faire une seule requête pour que ce soit plus rapide. Avec l'extractor, on va avoir un transformer. Donc ça, c'est également une classe qu'on va vouloir très simple, où on va recevoir un document et les données dont on va avoir besoin pour remplir ce document. Donc, étant donné que nos documents, on les a découpés entre guillemets en 3 parties, on va pouvoir envoyer des mises à jour partielles à Solaire. Donc, c'est-à-dire que là, si on fait un document où on met juste le SKU et la quantity, on ne va pas effacer le reste. Il n'y a que cette partie-là du document qui sera mise à jour. Ensuite, on va faire une classe loader qui va en gros faire le pont entre tous nos extractors et tous nos transformers, et nous utiliserons cette classe dans nos commandes, par exemple une commande pour indexer toute notre base de données, une commande pour réindexer un produit si on a eu un problème dessus, et également c'est ça que nos workers vont utiliser. Donc du coup, notre couche de commande et de worker devrait être plutôt simple et utiliser ça. Petite astuce,
tout à l'heure, je vous ai parlé de l'autocommit. Si vous laissez l'autocommit dans Solaire et que lorsque vous envoyez des documents en Solaire, vous ne lui disiez pas de commit, vous allez bien envoyer vos mises à jour, mais Solaire ne vous renverra pas ces documents lorsque vous ferez de la recherche dessus avant qu'il fasse son autocommit. Donc, ce qui est assez pratique, c'est dans cette classe d'avoir un concept de autocommit quand on envoie nos mises à jour, pour qu'en développement, vous puissiez voir tout de suite les changements que vous faites, tout de suite l'indexation que vous faites sur Solaire. Ensuite, le modèle client. Il y a une chose importante dont vous allez avoir besoin, ça va être un filtre. Et en fait, vous allez utiliser ça pour abstraire les requêtes des utilisateurs et les requêtes sur l'API. Et on va utiliser, entre guillemets, cette classe d'abstraction pour être découplée de Elasticsearch et de Solaire, dans notre cas. Et donc, du coup, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Par exemple, si on veut ajouter dans notre formulaire un drop-down de tri, il faut qu'on abstrait les colonnes, les champs qu'on va utiliser ici pour que ça reste simple et pour qu'on ne passe que par le filtre pour faire nos recherches. L'autre élément de ce filtre, c'est qu'on le fait le plus simple possible pour l'utiliser avec un formulaire Symfony, ce soit super simple. Ensuite, la classe et le service que nos bundles API et web vont utiliser est également très simple. On reçoit le filtre et on renvoie les résultats. Et là, il y a trois choses qui vont se passer. On va créer une requête en utilisant un query factory. On va exécuter cette requête, donc on va envoyer notre requête à Solaire. Il va nous renvoyer les résultats. Et à partir de ces résultats, on va créer des modèles à nous. Du coup, notre query factory, il y a encore une autre couche d'abstraction derrière. Notre query factory, en gros, il va mapper les données qu'on a dans notre filtre à la requête qu'on crée avec Solarium. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on va mettre notre requête full text. Si l'utilisateur n'a pas arrivé sur notre catalogue avec une requête texte, on va matcher tous les documents. On va également ajouter les couleurs qu'il a choisies, les tailles. Et du coup, dans notre catalogue query, qui étend la classe que Solarium nous donne pour faire des requêtes, on va pouvoir, dans un premier temps, mettre des filtres par défaut. Donc, dans ce cas-là, on va vérifier qu'à chaque fois qu'on fait une requête, on s'assure que la quantité est supérieure à 0 pour ne pas proposer des produits qui ne sont plus disponibles au client. Et ensuite, on aura toutes nos méthodes qui utilisent en vrai l'API de Solarium pour créer les requêtes. On aura notre résultat qui encapsule les données qu'on a reçues qui contient les données qu'on a reçues de Solaire. Donc on aura une classe produit qui aura des classes SKU. On va également créer des classes pour encapsuler les données des facettes, pour ne pas renvoyer des structures de Solarium. Et on va également pouvoir ajouter des choses comme la correction orthographique que Solaire nous aurait fait. Donc ensuite, une fois qu'on a notre bundle d'indexation et notre bundle client, on va pouvoir utiliser ça dans nos contrôleurs. Ce que nous on fait, c'est que d'abord, on crée notre filtre, on bind la requête dessus, donc ça va nous donner notre filtre, on va pouvoir faire notre requête sur Solaire, et grâce à la requête sur Solaire, on va récupérer à la fois les résultats qu'on affichera sur notre page et les données des facettes. Donc on aura par exemple toutes les couleurs qui sont disponibles pour cette requête, avec le nombre de résultats pour chacune de ces couleurs, on aura toutes les tailles, et ainsi de suite. Et grâce à ces données-là, on va ensuite pouvoir construire le formulaire qui nous servira à afficher le formulaire de filtre, donc avec les select, le champ query, et ainsi de suite. Je ne passe pas sur la vue, vu que c'est du Twig, vous affichez votre formulaire, c'est comme d'habitude. Et quand on fera notre contrôleur pour l'API, on utilisera le même formulaire de binding qu'on utilisait dans notre contrôleur web. On fait notre requête
sur le client, et après, soit vous serialisez comme vous voulez. Donc dans ce cas-là, on va créer une représentation où on ajoutera des liens A to Us, etc. Si on regarde nos deux form types, le premier qui fait juste en gros du mapping des données de la requête sur notre filtre, il va être très simple. Et par exemple, à cet endroit-là, vous allez pouvoir faire des choses comme si l'utilisateur nous a envoyé une requête texte et qu'il n'a pas choisi de filtre, et ben on mettra par défaut le filtre de pertinence au lieu de mettre le filtre plus populaire ou prix ascendant, et ainsi de suite. Sur notre deuxième form type, qu'on va utiliser pour afficher notre formulaire sur notre site, on va avoir besoin de rajouter une option où là, on va spécifier le résultat qu'on reçoit de notre client bundle, dont on aura besoin pour construire les choix. Et ensuite, quand on crée notre formulaire, on ajoute tout ce dont on a besoin et on peut utiliser, grâce aux options, les données qu'on a récupérées de Solr. Vous pouvez également créer vos propres choice lists qui vous permettra, dans les champs select, d'afficher entre parenthèses, par exemple, le nombre de résultats que vous aurez pour chacune de ces tailles ou de ces couleurs. Je vais passer maintenant à quelques retours d'expérience vis-à-vis de Solr. Si vous faites de la recherche full text, vous allez forcément travailler à un certain moment sur la pertinence. Donc, si vous tapez une requête dans une requête texte, donc par exemple tout à l'heure TVLED sur Amazon, eux, ils ont travaillé longtemps et ils ont fait plein de choses pour qu'on ait des résultats pertinents. Ce que je vous conseille de faire, dans Solarium, vous avez une classe Edismax qui va vous permettre de construire la requête avec tous les paramètres qui concernent le full text. Vous pouvez créer un formulaire Symfony qui va exposer tous ces champs avec un formulaire. Ensuite, dans votre contrôleur, vous allez créer un autre formulaire où vous allez avoir un champ de recherche query, qu'on voit en bas. Et ensuite, vous aurez les deux ensembles de paramètres full text. Et vous ferez deux requêtes sur Solr avec ces deux sets de paramètres. Et au final, ça va vous permettre de faire une recherche. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas si vous voyez, en haut, on cherche tops. Et vous allez pouvoir varier les paramètres et voir directement les variations de résultats. Ça a plusieurs avantages. Vous êtes beaucoup plus rapide pour améliorer la pertinence. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez donner ça à vos équipes produits ou autres. Et eux, ils pourront également jouer avec ces paramètres. Ou eux, ils ont peut-être une meilleure idée de savoir rechercher dans le titre, c'est plus important que de rechercher dans la description, et ainsi de suite. En ce qui concerne les suggestions, avec Solr, vous avez un composant pour faire des suggestions. Et la façon dont il fonctionne, il va vous suggérer des valeurs qui existent dans certains champs. Donc, par exemple, on va pouvoir suggérer à l'utilisateur des noms de produits ou des noms de marques. Le problème avec ça, c'est qu'on va suggérer des recherches partielles, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que sur Amazon, si on écrit TVLED, il va nous dire TVLED 42 pouces, TVLED 46 pouces, et ainsi de suite. Et lui, il va nous suggérer des recherches composées. Tandis que si on utilise le simple composant de suggestion de Solr, on ne peut pas faire ça. Et donc, on envisage de créer un deuxième corps pour pouvoir représenter ces recherches. Donc, on pourrait par exemple indexer des combinaisons de recherches, des combinaisons de mots-clés, et ainsi de suite. Et en faisant ça, on peut aussi faire des choses très intéressantes où on peut monitorer les recherches que les utilisateurs font, vérifier que les recherches qui n'envoient pas de résultats ne sont jamais suggérées, vérifier que les recherches qui amènent à des achats sont suggérées en premier, et ainsi de suite. Parlons un peu des performances avec Solr. Nous, en moyenne, nos requêtes, elles font 50 millisecondes. Donc, ce n'est pas du MySQL où on est à 2-3 millisecondes, mais ça reste correct étant donné qu'on fait 1 à 2 requêtes par page. Un certain nombre de choses qu'on a remarquées. Quand on commence à faire des requêtes sur Solr, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt rapide, on est dans les 10 millisecondes. Dès qu'on commence à ajouter du grouping, qu'on commence à vouloir récupérer le nombre de résultats qu'on a quand on groupe, ou
qu'on veut que les facettes s'appliquent sur nos groupes et pas seulement sur les SKU, là, les performances commencent à prendre un coup et sont peut-être 10 à 20 fois plus lents. Donc on passe de 10 à 100 ou 200 millisecondes. Les autres problèmes qu'on a eu, quand on affichait notre formulaire et qu'on proposait, par exemple, aux clients de filtrer par marque. On avait environ 2000 marques sur chaque page, et le problème, c'est que pour que Symfony construise le formulaire et les sous-formulaires pour chacune de ces marques, c'était plutôt lent, et on a décidé d'extraire cette partie du formulaire en Ajax, où dans l'affichage initial de la page, on ne va pas créer le sous-forme brands, et on va plutôt le charger en Ajax avec une autre action. Également, l'autocommit, plus on fait un autocommit souvent, et moins Solaire va pouvoir utiliser son système de cache. Et Solaire, il est rapide grâce à son système de cache. Donc là, il va falloir trouver un compromis entre le temps réel de nos données et de nos inventaires et cette valeur d'autocommit. Également, l'autre problème qu'on a, étant donné que Solaire fonctionne, les bonnes performances de Solaire viennent de son cache, si on a trop de slaves, et en fait, chaque slave n'aura pas le temps de construire son cache. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque autocommit, les slaves ils perdent un peu leur cache. Et du coup, si on a 10 slaves et que toutes les 15 secondes, chaque slave ne reçoit qu'une requête, toutes les requêtes qu'il va renvoyer, il n'utilisera pas son cache. Et donc là, il y a une autre dimension où il faut avoir assez de slaves pour être performant sur toutes les requêtes, mais pas en avoir trop pour ne pas avoir des caches peu efficaces. Et enfin, il y a une autre question. Quand on utilise Solaire sans la version Solaire Cloud, on peut faire de la réplication, mais le problème, c'est que pour que les données soient transférées du master à tous les slaves, il faut qu'on utilise ce qui s'appelle le hard commit. Et donc, c'est-à-dire que Solaire, à chaque fois qu'il va committer les données et les rendre disponibles à la recherche, il va écrire sur le disque. Et du coup, si on a des disques lents ou qui ne sont pas des SSD, etc., ça rend les commits encore moins performants. Et du coup, avec Solar Cloud, c'est possible d'utiliser des soft commits, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez commit, vous pouvez ne commit entre guillemets qu'en mémoire et ne pas écrire sur le disque. Et du coup, ça va vous permettre de, par exemple, réduire le temps d'autocommit, donc d'avoir des données un petit peu plus temps réel, sauf que vous écrirez sur le disque moins souvent. Merci. Les slides ils sont disponibles sur cette URL. Je suis sur Twitter, GitHub, tout ça. Et si vous avez des questions.